Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Fin des travaux du sommet du G5 Sahel sur fond d'attaques terroristes. Le chef de l'État burkinabé, nouveau président en exercice de l'organisation. Sept orpailleurs mauritaniens tués dans un accident de la route. Le drame est survenu dans le nord du pays. Les écoles privées réclament une formule consensuelle avec la Direction générale des impôts. Les négociations demeurent dans l'impasse. Merci d'être avec nous. Le sommet du G5 Sahel s'est tenu aujourd'hui à Ouagadougou. Ce sommet, le 5e du genre, intervient au moment où les pays membres font face à des défis sécuritaires majeurs, dont notamment la menace djihadiste. Pas plus tard qu'hier, 14 civils ont été tués au Burkina Faso par des terroristes. Hamaoula Diagana. Un sommet sous haute surveillance. Les enjeux sont de taille. 2 ans après son lancement, la force conjointe du G5 Sahel peine toujours à se mettre en place et les groupes terroristes gagnent du terrain dans certaines zones. Les chefs d'État du G5 Sahel devront impérativement réfléchir à des solutions pour tenter d'enrayer la spirale infernale dans laquelle s'enfoncent certains États, notamment le Burkina Faso. L'organisation de cette conférence à Ouagadougou permet au peuple burkinabé de réitérer son engagement et sa solidarité au sein du G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme ainsi que contre les fléaux qui freinent l'élan du développement de nos États. Ce jour marque incontestablement une nouvelle étape dans la vie du G5 Sahel. La présence effective de tous les chefs d'État, membres et de nos partenaires traduit éloquemment l'intérêt que nous accordons à la question de la lutte contre le terrorisme et au développement économique et social au Sahel. Le Burkina Faso, qui était parmi les pays les plus paisibles au moment de la création du G5 Sahel, est aujourd'hui victime d'attaques terroristes aux visées obscurantistes, a déploré Pierre Bouyaya, représentant de l'Union africaine au sommet. Hier, 14 civils ont été tués lors d'une attaque dans le nord du pays, selon un communiqué de l'armée. Une riposte de l'armée burkinabé ne s'est pas fait attendre avec des raids terrestres et aériens dans 3 provinces du nord qui se sont soldés à 146 terroristes tués. Face à ces défis, les 5 pays du G5 Sahel travaillent avec leurs partenaires techniques et financiers à mieux dynamiser sa force commune pour combattre les groupes armés et à consolider l'importance de la relation entre le développement et la sécurité. Pour rendre cette force opérationnelle, plusieurs activités ont été menées par les différents organes du G5 Sahel, notamment par le Conseil des ministres, par le secrétariat permanent et le comité de défense et de sécurité, répartis en 3 fuseaux. Le fuseau Est, Tchad-Niger, Centre, Niger-Burkina-Mali et Ouest, Mali-Mauritanie. Je me réjouis de dire que la force conjointe est opérationnelle et a déjà mené plusieurs opérations, notamment au niveau du fuseau Centre. Les travaux de cette 5e conférence ordinaire des chefs d'État du G5 Sahel ont pris fin cet après-midi à Ouagadougou en présence du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz et de ses pairs des autres pays membres du groupe. La séance de clôture a été marquée par la réception par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré de la présence tournante du G5 Sahel qui lui a été remise par le président nigérien Issoufou Mahamadou. Et justement, à ce sujet, nous recevons ce soir sur notre plateau le colonel El-Boukhari Mohamed Mouamel, qui est expert en questions stratégiques. Colonel, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous venons de le voir dans le reportage, les chefs d'État du G5 Sahel ont tenu leur 5e sommet à Ouagadougou. Alors, que peut-on retenir de ce sommet? D'après les informations qui ont circulé à propos du communiqué final, il y a certains éléments assez positifs à retenir. Le premier, c'est qu'ils se sont félicités
des progrès réalisés par la force commune G5 Sahel. Et là, il faut le signaler, ce sommet se tient dans un contexte marqué par le fait que cette force commune a engagé des opérations militaires dans les 3 fuseaux qui constituent son champ d'opération dans la première phase, à savoir le fuseau central qui regroupe les frontières communes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et puis le fuseau ouest qui concerne les frontières communes entre le Mali et la Mauritanie. Et le fuseau est, lui, concerne la frontière entre le Tchad et le Mali. Dans ces 3 fuseaux, des opérations militaires de reconnaissance et de contrôle de zone et d'action civilo-militaire sont engagés depuis le 15 janvier. Alors justement, les chefs d'État ils se disent satisfaits des résultats de la force antiterroriste. Alors par contre, sur le terrain, les djihadistes continuent d'attaquer un peu partout où ils veulent d'ailleurs. Est-ce que l'opérationnalisation de cette force n'est pas en train de battre de l'aide, à votre avis, alors qu'elle vient d'à peine de commencer? Oui, je précise un peu ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils ont exprimé leur satisfaction de l'étape franchie par la force, parce qu'elle a commencé à opérer, elle a commencé à agir. Non, ils n'ont pas dit qu'ils sont contents de ce qui est fait contre le terrorisme, parce que le terrorisme, quand même, continue d'être encore plus menaçant. Et sur ce plan, ils ont demandé même encore plus à la force commune G5 Sahel et bien sûr à leur propre force, chaque pays concerné. Ils ont aussi demandé plus de coopération, plus de soutien et de coordination entre d'une part la force commune G5 Sahel et d'autre part avec la MINUSMA, la force onusienne qui travaille au Mali, mais aussi une meilleure coopération entre cette force commune et les forces propres à chaque pays. Il faut souligner une chose, la force commune G5 Sahel n'est pas là pour se substituer ni pour agir en lieu et place des forces nationales. Elle est un complément. En simplifiant les justifier. Globalement, dans l'effectif total est de 5 000, alors que l'effectif total de l'ensemble des pays se compte par dizaines de milliers, 70 voire 80 000. Donc alors, où est-ce qu'on en est dans la mobilisation des financements pour soutenir le G5 Sahel? Oui, les financements, il y a aussi quand même quelques avancées, parce que tout de suite j'ai vérifié sur le net et sur les informations, sur 414 millions, celles d'euros, sur 414 millions, celles 160 millions reste encore à gagner, soit qu'il est acquis dans la proportion de 61,5%. Seulement, ce n'est pas encore fini. Il faut avoir le reste et parallèlement au financement des actions militaires, il faut aussi que l'on trouve le financement des actions civiles, le programme prioritaire dont un engagement a été pris de 2,4 milliards qui reste encore à faire. Alors donc vous êtes optimiste à ce propos, le financement sera trouvé? Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Il faut qu'on trouve le financement et il faut aussi qu'on arrive à sécuriser ces pays. Je suis optimiste pour plusieurs raisons. Un, pour ce qui est déjà fait. Deux, ce qu'on appelle le terrorisme djihadiste, le terrorisme islamiste, aujourd'hui il y a un recul. La menace, c'est un autre genre de terrorisme. C'est le terrorisme lié au développement des mouvements populistes de l'extrême droite en Occident. Et là, sur ce point, je ne suis pas du tout optimiste. Alors, donc nous allons donc revenir à G5. Donc, nous restons dans le G5. N'est-il pas temps pour le G5 de repenser ses stratégies, à votre avis, de les affiner pour mener des actions un peu plus efficaces contre les djihadistes qui ont quand même l'avantage de la connaissance du terrain, ces djihadistes? Oui, je sais pas si vous parlez de stratégie uniquement le volet militaire ou de la stratégie du Sahel de façon générale. Stratégie militaire. Non, je pense que la stratégie, bon, elle est dans ses premières étapes. Eux, ils ont déjà établi ce qu'ils appellent le CONEPS, le concept opérationnel, qui comprend des étapes. Une première étape qui veut sécuriser ou au moins travailler dans les frontières. C'est la première étape. Et c'est de cette étape-là qu'on commence tout de suite à entamer. La deuxième étape, avoir une force capable d'intervenir partout où besoin est.
Pour le moment, nous sommes au début du début de la deuxième étape. Dire qu'il faut changer la stratégie, ça me semble un peu trop tôt. Un peu trop prétentieux. Donc nous en sommes encore au début de la stratégie. Donc merci beaucoup, colonel, d'être venu sur notre plateau et d'avoir éclairé les spectateurs justement sur le G5 Sahel et sur sa stratégie. Merci à vous. Et ainsi que tout ce qui va avec. Donc merci. 7 orpailleurs ont été tués et plus d'une dizaine blessés dans la nuit d'hier à aujourd'hui lorsque leur camion s'est renversé dans la zone de Glebendour, dans la wilaya du Tirizmour. Le camion transportait 26 personnes en même temps qu'une charge de pierres, des pierres susceptibles de contenir de l'or que les orpailleurs acheminaient à Zouerat. Selon des passagers du camion, 6 orpailleurs ont été tués sur place et un 7e est décédé suite à ses blessures. 3 personnes ont été grièvement blessées. La Banque centrale de Mauritanie, BCM, a mis en circulation depuis le 1er février une nouvelle pièce de monnaie de 2 zougias. Cette nouvelle émission intervient dans le cadre de la réforme monétaire de 2018, réforme dont l'un des objectifs est la valorisation de la monnaie divisionnaire et le renforcement de son usage dans les transactions commerciales. L'émission de la nouvelle pièce répond également à une forte demande du marché suite au changement de base de la monnaie nationale CRSIDB. Ce camion transporte de grosses quantités de nouvelles pièces de 2 zougias. La nouvelle pièce vient d'être mise en circulation. À la faveur du changement de base de la monnaie nationale, certaines pièces ont disparu. Cette pièce de 2 zougias va combler le manque de monnaie en pièces, ce qui va aussi renforcer les autres pièces déjà existantes. Les plus éprouvés par l'absence de certaines pièces de monnaie sont les citoyens qui exercent une activité commerciale. Je vends du crédit de téléphone. Cette pièce de 2 zougias vient résoudre beaucoup de problèmes. Nous souhaitons que la BCM mette sur le marché une quantité suffisante de pièces de 100 et 200 zougias. Il est vrai qu'il se pose un problème de petite monnaie dans le pays. Nous demandons la mise en circulation de pièces en grand nombre, car nos clients perdent beaucoup de temps pendant que nous cherchons la monnaie. Selon la BCM, l'émission de cette nouvelle pièce de monnaie répond à une demande persistante des usagers pour valoriser les petites pièces de monnaie. Les écoles privées réclament une formule consensuelle et applicable qui leur accorde des facilités de paiement de leurs impôts, des impôts exigés par les services fiscaux sous peine de fermeture. Le syndicat national des acteurs de l'enseignement privé en Mauritanie indique qu'il a proposé le paiement des impôts sous forme de tranches. Il a fait savoir que ces doléances n'ont pas été favorablement reçues par la Direction générale des impôts qui exige le versement immédiat de la totalité de la somme due avec les arriérés, les majorations et les amendes. Les écoles privées mauritaniennes avaient entamé il y a une dizaine de jours une grève pour protester contre les dites mesures fiscales avant de la suspendre suite à des engagements donnés par la ministre de l'Éducation nationale. Et à Nouakchott, des vendeurs de prix réels par-ci et par-là dans le seul but d'attirer les clients. Les divers produits proposés sont de toute taille à la portée de toutes les bourses, comme nous le verrons dans ce reportage de Baba Karnam. En cette période de froid, des vendeurs de friperies spécialement orientés vers la commercialisation des vestes, pullovers, couvertures, entre autres, par terre constituent la grande attraction. Échangés entre 1000 à 300 ouguias ou parfois moins. C'est selon les prix sont portés de toutes les bourses. Les vendeurs, mais aussi les clients, se frottent les mains après avoir fait de bonnes affaires. En effet, il fait frais. Par conséquent, nous devons nous couvrir contre cette vague de froid et bien manger. Dieu merci, il y a des vêtements partout qui coûtent moins cher grâce à la friperie. Ces boutiques sont ouvertes partout. On y trouve de toutes les tailles. Chaque vendeur y va de ses astuces pour montrer qu'il vend le moins cher. L'ambiance qui y règne impose à tous, y compris les piétons. Les vendeurs de vêtements usagés, notamment des habits chauds, ont de beaux jours devant eux en cet hiver où le froid semble s'installer durablement.
L'accord conclu samedi sur la Centrafrique a été paraphé aujourd'hui à Khartoum par le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés en présence des présidents centrafricains Faustin Archange Touadéra et soudanais Omar el-Béchir. Les protagonistes ont semblé emplis de bonne volonté et face à la presse et devant plusieurs ambassadeurs et diplomates étrangers, les représentants des 14 groupes armés ont serré la main du président centrafricain qui a également paraphé l'accord. La signature du texte aura lieu à Bangui dans les prochains jours, c'est ce qu'ont indiqué le gouvernement et la présidence de Centrafrique. Aucune date n'a été précisée. Ces négociations sont parrainées par l'Union africaine et l'ONU. Ismail Chefgui, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, a annoncé que l'accord permettrait au peuple centrafricain de s'inscrire sur la voie de la réconciliation, la concorde et le développement. Et en France, au moins 10 personnes sont mortes et une trentaine d'autres ont été blessées dans un violent incendie survenu la nuit dernière dans le 16e arrondissement de Paris. La piste criminelle est privilégiée. Une habitante de l'immeuble a été interpellée et placée en garde à vue avant d'être admise dans une clinique psychiatrique. En tout, 21 habitants ont été hospitalisés, 8 combattants du feu figurent parmi les blessés. Certains souffrent de brûlures et d'autres ont été victimes d'écrasement lors des opérations de sauvetage. Un des pompiers a eu une main cassée. 57 Éthiopiens ont trouvé la mort la semaine dernière dans le naufrage d'une embarcation transportant des migrants au large des côtes djiboutiennes. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministre éthiopien des Affaires étrangères. Le ministère ajoute que 16 autres migrants éthiopiens ont été secourus et sont pris en charge par la Croix-Rouge internationale et l'Organisation internationale de la migration. Mardi dernier, l'Organisation internationale de la migration avait indiqué que plus de 130 personnes sont portées disparues après le naufrage de 2 embarcations au large des côtes djiboutiennes. Le drame s'est produit au large de Godoria, une localité de la région d'Obok au nord-est de Djibouti. Et au Venezuela, en l'espace de 24 heures, une vague de soutien international a déferlé en faveur de Juan Guaidó, le président de l'Assemblée nationale, autoproclamé président par intérim le 24 janvier dernier. Une fois passé et rejeté, l'ultimatum lancé par 7 pays européens au président contesté Nicolás Maduro, au moins 19 États membres de l'Union européenne ont reconnu la légitimité de Guaidó pour organiser la prochaine présidentielle anticipée. Cependant, le gouvernement italien divisé continue de bloquer l'adoption d'une déclaration commune de l'Union européenne, alors que le Parlement européen s'était mis d'accord pour reconnaître Juan Guaidó la semaine dernière. Le président Maduro refuse pour l'instant l'aide humanitaire proposée par les États-Unis et il a révélé hier qu'il avait demandé l'aide du pape François pour amorcer un dialogue afin de résoudre cette crise. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres. Fin des travaux du sommet du G5 Sahel sur fond d'attaques terroristes. Le chef d'État burkinabé, nouveau président en exercice de l'organisation. Sept orpailleurs mauritaniens tués dans un accident de la route. Le drame est survenu dans le nord du pays. Les écoles privées réclament une formule consensuelle avec la Direction générale des impôts. Les négociations demeurent dans l'impasse. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.